Le général de brigade, Mohammad Reza Naqvi, du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que l'Iran n'avait utilisé que 5% de sa capacité défensive contre Israël lors de ce que l'on appelle la guerre de 12 jours. Quelle est votre analyse de cette situation? Les funérailles ont été un immense vote de confiance. Et il faut garder à l'esprit que l'Occident a toujours produit un récit hostile envers l'Iran sous toutes ses formes. L'Iran serait une dystopie totale. Il serait maléfique. Ce serait un régime, il serait en train de s'effondrer, d'imploser, il serait méprisé par le peuple, etc. L'un des arguments clés avancés par l'Occident est que s'il pousse un peu plus, alors le pays s'effondrera et les États-Unis, ainsi que les Européens, pourront obtenir un vrai gouvernement, un gouvernement légitime qui servirait leurs intérêts, comme en Syrie par exemple, ou partout ailleurs dans le monde où ils ont réussi à renverser un gouvernement. Bien sûr, je pense que tout le monde sait que partout où les États-Unis ou les Européens s'impliquent, cela n'apporte que la mort, la destruction et la misère. Et l'objectif n'a jamais été la liberté, la démocratie, les droits de l'homme ou quoi que ce soit de ce genre. Tout cela est complètement opposé à la réalité de l'Empire américain. Même chez nous, nous voyons de plus en plus comment l'appareil médiatique est utilisé pour réprimer l'opposition, pour réprimer le soutien au peuple palestinien. Soutenir un peuple qui est massacré quotidiennement en dehors de ses propres frontières, même cela n'est plus toléré en Occident. Je pense cependant que ce récit a joué un rôle très important dans le processus de prise de décision en Occident. Et ce que nous avons vu, c'est exactement le contraire. C'est en quelque sorte similaire à ce que nous avons vu au Liban. Si vous vous souvenez, après que le régime israélien a mené la guerre contre le Liban et perpétré une attaque génocidaire, massacrant des gens à travers le pays, détruisant des quartiers, les médias occidentaux ont prétendu qu'il s'agissait de bastions ou de centres du Hezbollah afin de justifier la destruction de maisons et le massacre de personnes innocentes. À l'époque, il a été affirmé après la guerre, même si le régime israélien n'avait réussi à obtenir aucun véritable point d'appui dans le sud du Liban pendant les combats, que le Hezbollah avait été affaibli, que la population ne voulait plus du Hezbollah et que le Hezbollah n'avait plus d'influence auprès de la population libanaise. Mais les funérailles organisées pour Saïd Hassan Nasrallah et Saïd Hashim al-Safiuddin ont été massives. Et cela a renforcé le moral des partisans de la résistance, non seulement à travers le Liban, mais dans le monde entier. Ensuite, nous avons vu comment le Hezbollah et ses alliés ont remporté les élections locales dans tout le pays, partout où ils avaient des candidats. Ici en Iran, c'est la même chose, bien que le récit ait été encore plus dur et plus persistant. Je pense que les funérailles ont constitué un tournant très important dans le récit, car les gens du monde entier ont vu à quel point l'Occident mentait. Bien sûr, l'Occident n'admettra jamais que la République islamique d'Iran bénéficie d'un soutien populaire. Nous avons vu la journaliste de la BBC à Téhéran, Lisa, se rendre dans une petite rue où il n'y avait pas de foule et donner son point de vue sur la situation. En d'autres termes, elle essayait de cacher la population à la vue du public, ou le reporter de CNN qui affirmait qu'il n'y avait que des milliers de participants. Je pense que j'ai tweeté, j'ai publié plusieurs tweets montrant des extraits de la foule, et il y avait clairement plus d'1 million de personnes. Quiconque connaît simplement la rue Azadi, de la place Engelab à la place Azadi, sait que ce tronçon à lui seul suffit largement à remplir plusieurs stades nationaux de monde. La foule dépassait assurément le million. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. De plus, il faisait très très chaud. Et il était très difficile de rentrer après avoir participé, surtout pour ceux qui étaient venus avec leurs enfants,
et leurs familles. Mais tous ont pris le temps, et malgré les difficultés, ils ont participé, et la mobilisation était impressionnante. Et même si l'Occident essaie de dissimuler cette population et cette participation magnifique, je pense que les Iraniens, de nombreuses personnes dans la région et bien au-delà, reconnaissent que ces récits occidentaux sont totalement faux. Je pense donc que c'était un événement important, tout comme celui que nous avons vu il y a quelque temps au Liban, à Beyrouth. Par ailleurs, pour répondre à la seconde partie de votre question, il faut, et c'est quelque chose que vos téléspectateurs devraient garder à l'esprit. Le régime israélien n'est pas l'Ukraine. Les Américains et les Européens donnent au régime israélien ce dont le régime ukrainien ne peut que rêver. Ils leur donnent tout ce qu'ils possèdent. They give them everything that they have. And they add their own soldiers and Et ils ajoutent leurs propres soldats, leurs propres navires, leurs propres marines et leurs propres forces aériennes pour aider les Israéliens. Et puis il y a des stations radars à travers la région, en Turquie, au Qatar, aux Émirats et à Bahreïn, et l'espace aérien de la Jordanie qui est utilisé. En d'autres termes, les régimes régionaux, même ceux qui prétendent soutenir la cause palestinienne, font tous partie de cet effort conjoint de l'OTAN pour aider le régime israélien à l'emporter contre l'Iran et empêcher l'Iran de riposter. Nous devons prendre tout cela en considération. Donc même ce que nous avons vu, même des systèmes de défense aérienne qui étaient destinés à l'Ukraine et censés y aller, ils les ont retirés et envoyés en Palestine afin d'aider Israël. to Palestine in order to help Israel. In other words, the Ukrainians, after well over 3 years. En d'autres termes, les Ukrainiens, après plus de 3 ans de guerre, et malgré d'énormes sacrifices consentis pour leur suzerain à Washington, ont été immédiatement abandonnés au profit du régime sioniste lorsque celui-ci a eu besoin d'armes de défense aérienne supplémentaires. Voilà donc ce contre quoi l'Iran s'est dressé, la pleine puissance de l'Empire. Les Russes n'ont pas eu à affronter le même type d'armement, ni un tel engagement collectif, à la mesure de ce qu'ont dû affronter les Iraniens. Pourtant, malgré le fait qu'il s'agissait d'une attaque éclair, et que des figures majeures de l'armée, des scientifiques de haut rang et des civils ordinaires ont été massacrés par le régime dans leur lit chez eux. Nous avons vu des images d'enfants jetés par les fenêtres de leurs immeubles, des massacres partout. Et l'Occident, bien sûr, a tenté de présenter cela comme des frappes ciblées et des opérations de renseignement remarquables. C'est comme si l'on disait qu'ils avaient découvert la maison, disons, où j'habite, puis qu'ils rasaient tout l'immeuble pour m'atteindre. Alors que mon lieu de résidence n'est un secret pour personne, et massacrer tous les habitants de l'immeuble n'a rien de glorieux. En réalité, c'est répugnant et honteux. Mais cela montre simplement à quel point les médias occidentaux sont corrompus et ne sont qu'un outil de l'Empire. Comme je l'ai dit, lorsque vous voyez un journaliste de CNN et des journalistes de la BBC, que je connais tous les deux, parler de cette manière, cela révèle tout, vraiment. Le fait est que les Iraniens faisaient face à une offensive massive, et le régime israélien disposait de tous les moyens, et ils les ont tous utilisés. Ils ont utilisé un large éventail d'infiltrés, et bien sûr l'ensemble du monde occidental. Les services de renseignement occidentaux étaient impliqués. Tous ces pays occidentaux, tout comme au Liban, sont impliqués dans l'infiltration en Iran via les pays voisins et depuis l'intérieur du pays. Ils disposaient donc d'un vaste réseau de collaborateurs en Iran menant des opérations d'espionnage et aussi des attaques. Ils disposaient des armes les plus avancées et ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient lors de cette attaque soudaine. Malgré cela, après que les Iraniens eurent perdu de nombreux hauts commandants, la plupart de leurs commandants supérieurs dans les gardiens de la Révolution, ils ont riposté. Et en quelques jours, la situation s'est inversée.
Finalement, la raison de l'implication de Trump était que le régime israélien était en train de perdre. Même après son intervention, la situation a empiré. Comme Trump lui-même l'a admis, et comme Bannon l'a déclaré, le régime israélien était au bord du gouffre. Donc je dirais que ça a été un immense succès pour l'Iran. Cependant, il faut garder à l'esprit que l'Iran n'a pas utilisé une grande partie de ses systèmes d'armes. L'Iran a gardé beaucoup de choses en réserve pour les mauvais jours ou pour un combat plus important, et en particulier ses atouts dans le Golfe Persique sont restés intacts, ces atouts qui seraient utilisés contre les États-Unis. Mais aussi des atouts clés, des missiles et des armes qui peuvent être utilisés contre le régime israélien n'ont pas encore été employés, alors que les Israéliens ont tout donné. Donc, même si je m'attends à une nouvelle attaque du régime israélien, et même si je m'attends à ce que les régimes occidentaux soutiennent à nouveau et encore une telle agression où qu'elle ait lieu, je pense que la prochaine fois, les Iraniens seront beaucoup plus durs avec le régime. Et ils donneront bien plus. Maintenant, certains disent, pourquoi l'Iran devrait-il attendre que le régime attaque? Il y a de bons arguments en faveur de cela. Bien sûr, lorsque le régime mène ces attaques non provoquées, il bénéficie d'un certain avantage. Mais le calcul en Iran est que lorsque le régime s'expose par son agressivité aux yeux du monde, il ne fait que se délégitimer davantage. Et cela délégitime aussi davantage l'Empire occidental. Lorsque des gens à travers le monde voient comment les régimes israéliens et américains bombardent des sites nucléaires civils placés sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et risquent hypothétiquement de contaminer des villes avec des matières radioactives. Alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique refuse de condamner ces actes et que les régimes occidentaux les soutiennent, je pense que cela nuit énormément à l'Empire, même s'il y a certains risques, même s'il y a des dégâts. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est universellement reconnu que les gens du monde entier considèrent l'Iran comme l'acteur moral et le régime israélien comme immoral, tout comme l'Empire. Aujourd'hui, nous voyons que tous les récits construits contre l'Iran depuis plus de 45 ans par l'Occident et ces dictatures arabes, riches en pétrole et en gaz, de la région du Golfe Persique, à travers leurs immenses réseaux médiatiques et de propagande. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., se sont tous effondrés. Et ces régimes qui faisaient semblant de soutenir, ou ces politiciens qui faisaient semblant de soutenir le peuple palestinien, tout en collaborant avec le régime israélien, ont tous été démasqués. Et l'axe de la résistance est apparu aux yeux de tous, à travers le Sud global, dans la région et au-delà, comme les véritables acteurs moraux. Je pense donc que le comportement de l'Iran, bien qu'il présente certains désavantages sur le champ de bataille, a suscité une immense vague de soutien. Malgré le fait que l'Iran soit très mauvais en matière de soft power, malgré le fait que l'Iran ne dispose pas de capacités de soft power fortes ou efficaces, et malgré le fait que les rares capacités de soft power dont dispose l'Iran soient toutes sanctionnées. Malgré tout cela, aujourd'hui, nous voyons une sympathie pour l'Iran, un soutien à l'Iran, à l'axe de la résistance et au peuple palestinien, plus grand que tout ce que j'ai pu voir de mon vivant. Vous savez, beaucoup de personnes viennent sur cette chaîne, regardent cette émission. Elles sont très préoccupées par l'avenir de l'Iran. Certains affirment même que l'Iran a été exposé et très vulnérable. Quel est votre point de vue sur la situation? Maintenant que nous sommes à plusieurs jours, plus d'une semaine, dans ce soi-disant cessez-le-feu, que de nombreux Iraniens considèrent comme une grande victoire sur Israël. Eh bien, je pense qu'il est important de reconnaître que nous avons un adversaire impitoyable et très puissant.
Et il ne s'agit pas d'un seul régime ou d'un seul État, on parle d'une certaine manière de tout l'Occident. J'ai entendu cette citation d'un de ces politiciens allemands, « Israël fait notre sale boulot ». Et vraiment, cela m'a sidéré. Pourquoi un État sain d'esprit et moral aurait-il du sale boulot à confier à un autre régime? Donc la réalité, c'est que ce n'est pas une confrontation symétrique. Nous savons que, matériellement, nous ne sommes pas aussi puissants qu'eux. Mais l'essentiel, c'est que lorsque vous avez des valeurs, des vraies, pas celles dont on se vante juste pour servir comme outil pour subjuguer d'autres peuples, quand vous avez vraiment des valeurs et une véritable morale et que vous les défendez, c'est cela qui déterminera l'issue du conflit. Donc, même si matériellement nous ne sommes peut-être pas aussi puissants que nos adversaires, je pense que les Iraniens n'ont jamais perdu espoir. La première frappe a été, dans une certaine mesure, une surprise et ce fut un coup très dur. Nous avons perdu de nombreux généraux importants et je pense que les Israéliens et les Américains s'attendaient à ce que l'Iran s'effondre après cela. Je pense que la force réside dans le fait que, malgré tout cela, l'Iran a non seulement réussi à se relever et à survivre, mais aussi à riposter. Si l'Iran n'avait pas eu une réponse efficace, alors que certains essaient de minimiser la puissance des missiles iraniens, si elle n'avait vraiment pas été forte, nous serions encore en pleine guerre. Donc la raison pour laquelle la guerre n'a duré que 12 jours, comme l'a indiqué le Dr Marandi, et comme vous le savez, Trump l'a laissé entendre de différentes manières, c'est qu'Israël n'était plus en mesure de tenir. Je pense donc que c'est un point très important à prendre en compte. Un autre sujet que je voulais souligner un peu en lien avec votre question précédente, c'est que depuis de nombreuses années, les Israéliens et aussi les Américains, mais très spécifiquement les Israéliens, essaient d'une certaine manière de construire une fausse dichotomie entre le peuple et le gouvernement en Iran pour tenter de démontrer ou de prouver qu'il existe un grand fossé entre ce que dit le peuple, ce que veut le peuple et ce que fait le gouvernement. Les valeurs seraient différentes, elles s'opposeraient. Les Israéliens soutiennent et se montrent solidaires du peuple iranien. Et je pense que la plus grande conséquence de cette guerre, du point de vue des Iraniens, et je parle ici de l'aspect non militaire du conflit, c'est que toute cette construction s'est effondrée. Même si certains croyaient auparavant qu'il existait ce genre de différence, cette sorte de dichotomie, comme je l'ai dit, entre le peuple et le gouvernement, quand on assassine des généraux, des scientifiques, des enfants, des femmes et des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Des gens qui, idéologiquement, ne soutiennent peut-être même pas vraiment la République islamique ou la révolution. Des gens qui mènent simplement leur vie normale. Toutes ces personnes sont tuées sans aucune raison. Et ensuite, on appelle cela des frappes précises, des assassinats ciblés, ce genre de choses. Et cela fait vraiment, en réalité, s'effondrer ce faux récit. Et je pense que c'était très important. Et donc, la procession, j'y ai assisté avec mes 3 enfants. Et c'était une journée tellement difficile pour nous, parce qu'il faisait très chaud et il y avait tellement de monde dans les rues. Nous n'avons pas pu atteindre la place Engelab, où la procession commençait, à cause de la circulation. Tant de gens allaient dans cette direction. Nous avons donc décidé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la place Azadi. Et là encore, c'était très animé et il y avait énormément de monde. Tout le monde venait en famille, il n'y a pas seulement des individus, mais des familles entières. Et c'était aussi un moment très émouvant, je pense. En regardant la procession, le dernier convoi qui arrivait transportait de petits cercueils et vous savez, les photos des enfants. Et je me disais simplement, oui, le père était un scientifique nucléaire. Et alors, depuis quand l'assassinat de scientifiques nucléaires ou de tout autre type de scientifiques dans n'importe quel pays est-il quelque chose de légitime?
Comment pouvez-vous, ou vous savez, ils ont attaqué la chaîne de télévision iranienne et maintenant ils débattent simplement pour savoir si elle avait un aspect militaire ou non. Je veux dire, c'est juste, vous savez, ce serait drôle si c'était dans un autre contexte. C'est ironique. Et nous avons déjà entendu tous ces arguments à propos de ce qui s'est passé à Gaza. Ils frappent les hôpitaux, ils ciblent les journalistes, et tout cela s'est produit dans d'autres pays. Mais la différence, c'est que dans le cas de l'Iran, ils reçoivent une réponse à ce qu'ils font. Et je pense que c'est très significatif. Je pense que ça pousserait les Israéliens à réfléchir à deux fois à ce qu'ils font dans la région sur le long terme, bien sûr. Mais malgré tout, on voit qu'en ce moment, ils bombardent à nouveau le Liban et la Syrie. Donc, vous savez, si Israël prétend être un régime, un État légitime, en réalité, c'est un régime colonial de peuplement illégitime qui fait semblant d'être un État légitime. Mais quel genre d'État légitime attaque tous ses voisins et va jusqu'à attaquer des pays qui ne sont même pas ses voisins, qui ne partagent aucune frontière avec lui, toujours en guerre, toujours en train de combattre et de tuer d'autres peuples? Et en ce moment, je veux dire, les habitants de Gaza attendent de recevoir de l'aide de la seule organisation que les Israéliens autorisent à faire entrer de l'aide à Gaza, et ils sont simplement tués en attendant de la recevoir. Donc je pense que non seulement pour le peuple iranien, il devient de plus en plus évident que ces constructions, ces images, ces récits que les Israéliens et l'Occident ne cessent d'injecter dans l'esprit des gens ne fonctionneront plus. Comme ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'était lors d'un concert et des gens criaient « Mort à la Tzahal ». Je veux dire, pourquoi les gens sont-ils surpris par cela? C'est tout à fait naturel, je pense.